Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents pour ce nouveau webinaire consacré à la thématique des alternatives à la voiture individuelle pour faciliter l'entrée en formation ou l'accès à l'emploi. Ce webinaire est porté à 4 voix, donc le C2RP comme je vous le disais, mais aussi le CREM, Déclic Mobilité et la région, la direction REV3. Donc je vais laisser mes intervenants du jour se présenter. Donc Lucie Janson de Déclic Mobilité, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et merci Gwendoline pour l'invitation aujourd'hui. Donc moi je suis chef de projet RSE et mobilité durable chez Réseau Alliance que je vous présenterai après. Merci Lucille. Judicaël Potonec du comité régional écomobilité, bonjour. Bonjour à toutes et tous, je dis Kaël Potonec, donc je fais partie de l'association Droit au vélo où je coordonne un centre ressources sur l'écomobilité à l'échelle des Hauts-de-France, le CREM. Merci Judicaël. Et Frédéric Parra de la région Hauts-de-France. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous, bonjour Gwendoline. Eh bien moi donc à la région Hauts-de-France à la direction REV3 que je vais vous présenter juste après. Je travaille sur les mobilités durables. Merci Frédéric. Justement, est-ce que tu peux nous dire pourquoi il y a un intérêt spécifique sur REV3, qu'est-ce que c'est que REV3 et c'est quoi le rapport avec notre webinaire du jour? Donc REV3 en fait c'est la stratégie de transition de la région donc face aux défis climatiques. Cette stratégie elle a un double objectif, c'est bien sûr de parvenir à une économie décarbonée et durable à 2050 et de favoriser la création d'emplois. Donc, 3 défis, les questions énergétiques, les questions technologiques et numériques et bien sûr leur impact sur la société et l'économie. Le rapport avec le webinaire d'aujourd'hui, c'est que en fait, dans ces filières stratégiques, cette démarche REV3 a identifié la question des mobilités durables. Alors du coup, je vais vous montrer dans quel sens les mobilités durables sont prises en compte dans REV3. C'est sur un objectif à la fois de baisse des énergies fossiles et de développer des nouvelles activités. Donc en fait, l'idée pour la région, c'est de concilier ce double objectif, c'est-à-dire de répondre aux besoins de mobilité des habitants de la région, parce qu'on voit bien que il y a des fortes attentes et il faut y répondre, lever des freins et c'est aussi le rôle de la région comme chef de file des mobilités, mais également de répondre aux impératifs de décarbonation du secteur. Donc on peut se dire comment on va faire pour concilier ça? Est-ce que ça implique de demander aux individus de baisser leur mobilité? Eh bien non, puisqu'on propose donc cette orientation d'éco-mobilité qui sera en fait une façon de concilier ces objectifs en se focalisant moins sur l'usage de la voiture individuelle thermique qui reste quand même importante et une des solutions premières pour beaucoup d'entre nous, mais l'idée d'aujourd'hui, c'est d'essayer d'explorer d'autres alternatives en puisant sur 2 leviers. Donc, ce qu'on appelle la décarbonation, c'est-à-dire le fait de moins utiliser d'énergie fossile et de moteurs thermiques, donc éventuellement le développement de l'électromobilité. Alors l'électromobilité, c'est pas que la voiture, ça peut aussi être le vélo ou d'autres engins de mobilité comme les trottinettes, mais aussi et surtout donc la transformation des usages des modes de transport, c'est-à-dire que à la fois les transports collectifs, mais aussi tout ce qui tourne autour de la voiture partagée, des mobilités actives et de la combinaison de différents modes entre eux, ce qu'on appelle l'intermodalité. Et donc pour terminer, la région a ce rôle-là, comme je l'avais précisé, la réglementation lui confère un rôle de chef de file de la mobilité sur le territoire régional, mais aussi un rôle important sur la formation professionnelle et comme porteuse de cette stratégie de transition REV3.
Merci beaucoup Frédéric. Oui, on voit que c'est vraiment un enjeu à la croisée des compétences de la région, mobilité, formation professionnelle des demandeurs d'emploi, notamment de notre territoire. Et donc ce sujet des alternatives à la voiture pour aller se former ou trouver un emploi est un enjeu essentiel pour la région. D'où l'intérêt de ce webinaire aujourd'hui. Justement, pour parler de tout ça et donner des premiers éléments à nos participants du jour, on va procéder en 2 temps pendant ce webinaire. On va d'abord voir un peu c'est quoi le constat, l'état des lieux sur les enjeux de mobilité liés à l'insertion et à l'emploi des personnes, avant de faire un focus sur les solutions existantes. Et donc là, je pense qu'on reviendra justement un peu plus en détail sur le rôle et les missions de la région dans ce cadre-là, avant d'aborder des solutions concrètes existantes. Pour cela, je vais commencer par t'interroger toi, Judicaël. Donc Judicaël, peut-être que tu peux déjà aussi nous présenter un peu ce qu'est le comité régional écomobilité, et ensuite, justement, en tant que CREM, comment est-ce que toi, tu vois les principaux freins à la mobilité? Quels sont-ils et quels impacts ils peuvent avoir pour l'insertion des personnes? Très bien, merci. Donc, pour répondre à ta première question, le CREM, donc Centre Ressources Régional sur l'écomobilité, est une structure qui est animée par, enfin c'est pas une structure, c'est un dispositif qui est animé par 2 associations. Donc j'ai dit tout à l'heure que moi je représentais l'association Droit au vélo, mais dans la région on le co-anime avec En Savoir Plus, qui est une association basée à Amiens. Voilà, je précise pour les structures des départements Picard qui seraient parmi nous. Et c'est un dispositif qui est financé par le Conseil régional et l'ADEME des Hauts-de-France. Donc notre objectif, il est double. C'est d'une part de pouvoir susciter la prise en compte de l'écomobilité dans les politiques publiques, donc en valorisant les dispositifs de financement, en mettant en réseau les acteurs mobilité de la région, en faisant connaître les bonnes pratiques qu'on a pu repérer, qui peuvent être déclinées d'un territoire à l'autre, et puis en valorisant des événements nationaux ou locaux sur lesquels il est intéressant de mettre en place des événements. Je pense à la semaine de la mobilité, mais à vélo, on évoquera tout à l'heure aussi des challenges par exemple. Et on a tout un autre volet qui n'est pas le sujet aujourd'hui, mais pour que vous le sachiez, qui est de pouvoir encourager l'écomobilité scolaire, c'est-à-dire faire en sorte que les élèves de l'école au lycée puissent aller au maximum, fassent les trajets domicile-école autrement que déposer en voiture. Voilà, je dis que ça n'a pas de lien, et en même temps, c'est souvent le premier trajet des gens le matin de déposer les enfants à l'école. Donc il y a un lien quand même avec les questions de domicile-travail. Alors, pour ce qui concerne les freins à la mobilité, en fait, ils sont multiples, et parfois ils s'additionnent pour une même personne. Donc, j'ai essayé de les catégoriser un petit peu sur la slide que vous avez sous les yeux. On peut parler tout d'abord des freins matériels, c'est-à-dire ce qui peut empêcher l'accès à la mobilité pour les habitants. Donc, ça va être en termes de transport en commun, selon les territoires, on peut avoir une mauvaise desserte, voire pas de desserte du tout, ou alors très peu d'arrêts, très peu d'horaires desservis, voire par exemple pas du tout de transport en commun le week-end, ou ça va se terminer très tôt en journée. Donc voilà, ça va vraiment être des freins pour pouvoir se déplacer en transport en commun. Pour se déplacer à vélo ou à pied, on peut avoir un problème de manque d'aménagement sécurisé. Parce qu'évidemment, plus il y a des aménagements cyclables, plus ça va encourager la pratique du vélo. Et toujours en lien avec le vélo, ça va être aussi l'absence sur le territoire au sein des entreprises, par exemple, de services de location, de réparation, de possibilité de stationner son vélo en sécurité aussi. Ça va être un vrai frein à l'usage du vélo qui nous est remonté régulièrement du terrain. Voilà, donc il y a ces freins matériels, et j'insiste sur le fait qu'il y a parfois une différence, des nuances entre ce qui est réel et ce qui est perçu par les usagers. Un autre frein, c'est celui
évidemment très important le frein financier. Parce que, si on se réfère déjà à la voiture, le coût du permis en soi, ça a un coût. Mais ensuite, acquérir et entretenir une voiture sur du long terme, c'est un coût très important, hein, puisqu'on parle de plusieurs milliers d'euros chaque année pour quelqu'un qui utilise sa voiture au quotidien. Voilà, ça va avoir un coût aussi si on choisit de passer à l'électrique, évidemment. Et quand je parle d'électrique, c'est pas seulement la voiture, c'est aussi vélo à assistance électrique qui va avoir un coût différent d'un vélo classique. Et ça peut être un frein là où le vélo à assistance électrique peut justement rendre service sur des distances un peu plus longues et sur des reliefs différents qu'un vélo classique. L'utilisation des transports en commun peut être vue aussi parfois comme un frein en termes de coût. Notamment si on est sur des déplacements ponctuels et qu'on ne peut pas forcément bénéficier des abonnements. On a des freins d'ordre physique. On pense évidemment aux personnes en situation de handicap, mais sans parler de handicap lourd, on a en fait une grosse part de la population qui déclare des difficultés physiques à pouvoir se déplacer facilement. Et je voyais ces jours-ci des chiffres au niveau du département du Nord qui indiquaient que 8% des 16-64 ans, donc on est quasiment sur la tranche des gens en âge de travailler, déclarent avoir ce frein physique. Donc c'est vraiment une part de la population très importante qui n'est pas à négliger. Et donc on a tous ces freins qui sont plutôt d'ordre objectif, on va dire, et on a aussi des freins qui sont plutôt d'ordre psychologique, cognitif. Donc les freins psychologiques, ça va être la peur de circuler au quotidien à vélo. Il y a beaucoup de gens qui savent faire du vélo, mais qui ne se sentiraient pas forcément à l'aise pour en faire au quotidien dans la circulation. Donc, ils peuvent avoir besoin de temps d'éducation, de remise en selle ou ce genre de choses, et d'aménagement, évidemment, pour se sentir davantage en sécurité. Le fait d'avoir à prendre les transports en commun, ça peut être vécu aussi comme une crainte par les personnes qui peuvent d'une part ne pas s'y sentir en sécurité, mais il y a aussi des craintes parfois par rapport à la fiabilité des transports en commun, de la peur de ne pas arriver à l'heure à son travail, par exemple, ou à un rendez-vous. Et la crainte, la crainte en termes de confiance, le frein psychologique existe aussi par rapport au covoiturage, où voilà, c'est pas que ce soit le covoitureur ou le covoituré, c'est pas forcément une évidence de partager l'espace de la voiture pour des trajets du quotidien. Et voilà, une plateforme de mobilité avec qui j'ai pu échanger m'a dit aussi que parfois du côté des entreprises, les entreprises sont pas toujours enclines non plus à encourager le covoiturage parce qu'il peut y avoir une peur doublée d'absence en cas de problème sur la voiture. Voilà, c'est ce qui m'a été remonté. On a des freins d'ordre cognitif où on constate qu'il y a parfois une offre en mobilité qui existe sur le territoire, mais qu'elle n'est pas toujours connue ou alors mal connue, parfois sous-estimée. Par exemple, on peut penser qu'il y a très peu de bus sur son territoire par rapport à ce qu'il y a en réalité. Il y a aussi une forte méconnaissance des aides qui peuvent être sollicitées par les habitants, par les travailleurs pour accéder au vélo, au covoiturage, au transport en commun, par exemple. Donc, il s'agisse des aides de droit commun ou des aides très locales. Il y a parfois des aides à l'achat sur les territoires pour les vélos, trottinettes électriques, ce genre de choses. Et non seulement ces aides sont pas toujours bien connues, mais même quand elles sont connues, les gens ne savent pas toujours comment les solliciter, ces aides-là. Donc, il y a besoin d'un accompagnement là-dessus. Tout ce qui est services locaux liés à la mobilité n'est pas toujours très bien connu. S'il y a des ateliers de réparation, des possibilités de location, des plateformes de mobilité, par exemple, on sait que c'est pas toujours bien connu par les habitants. Et c'est d'autant plus difficile parfois de s'y retrouver que pour un même trajet, un habitant va parfois devoir passer d'un territoire à l'autre. Et ces informations, il va falloir aller chercher à des endroits différents. Donc ça ajoute un frein. Savoir se repérer sur un plan de réseau ou des fiches horaires, c'est pas non plus une évidence pour tout le monde, et ça peut demander un accompagnement spécifique. Et de la même façon, même si on voit de plus en plus fleurir des applications numériques pour favoriser nos déplacements, tout le monde n'est pas à l'aise. Tout le monde n'est pas à l'aise avec ça.
On parle aussi de freins psychosociaux, c'est-à-dire que il y a des gens qui ont besoin d'un accompagnement vraiment personnalisé de bout en bout pour faire leur bon choix en termes de mobilité et surtout bien identifier le champ des possibles pour eux. C'est-à-dire qu'il suffit pas de donner l'information sur les différents modes de déplacement, il peut y avoir besoin d'un accompagnement plus poussé pour savoir faire un calcul d'itinéraire, bien envisager le nombre de kilomètres qui est faisable pour eux au quotidien, de travailler sur un plan pour savoir s'y repérer. Voilà, il y a vraiment besoin d'un accompagnement individuel. On se rend compte aussi que la question de la mobilité, parfois pour des habitants d'un quartier ou d'une commune, elle se restreint à leur territoire et qu'ils n'envisagent pas forcément facilement de pouvoir sortir de ce périmètre pour une insertion professionnelle. On sait aussi que pour beaucoup de monde, se projeter sur le vélo ou sur les transports en commun comme un mode de déplacement au quotidien pour aller au travail, c'est pas toujours quelque chose de fait d'un point de vue culturel, où le vélo peut être vu comme quelque chose d'uniquement sportif ou de loisir en tout cas. Or, on sait que ça peut être un vrai mode de déplacement au quotidien. Et puis, il y a bien sûr un attachement très fort symbolique qui reste attaché à la voiture, notamment chez les personnes en insertion. Alors, je précise sur ces différents freins que pour les lever, en fait, ça va faire intervenir à la fois les collectivités. Il y a un rôle aussi à jouer du côté des employeurs, par exemple en mettant en place le forfait mobilité durable, en faisant des remises en selle, ce genre de choses. Il peut y avoir de la même façon un rôle à jouer du côté des organismes de formation en termes de formation, d'information des usagers, et puis du côté des différents prescripteurs qui sont aussi des accompagnateurs et des informateurs importants pour les habitants sur ces problèmes de mobilité. Oui, on voit bien qu'en creux, quelles solutions il faut apporter. On n'est pas sur des monosolutions, mais il faut avoir une vision d'ensemble. Et effectivement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les conséquences que ça crée, ces différents freins? Oui, tout à fait. Donc, les différents freins évoqués, qu'il y en ait un ou plusieurs, on sait que ça va jouer sur l'accès à l'emploi, parce qu'évidemment, on a besoin de se déplacer, quel que soit le mode pour aller au travail ou un entretien d'embauche, par exemple, ou sur la formation. Et plus on a une distance longue à effectuer, plus on peut se sentir bloqué par rapport à tel ou tel mode de déplacement. Et ça va, de fait, limiter même le choix de formation ou le type d'emploi auquel on va oser prétendre. Vous voyez par exemple sur la droite le chiffre qui indique que 28% des personnes en insertion professionnelle abandonnent leur emploi ou leur formation pour des raisons de mobilité. Donc on est vraiment sur un quart des cas, c'est vraiment énorme. Il y a une grosse marge de manœuvre là-dessus. Et je voudrais insister aussi sur le fait, parce que là aussi c'est quelque chose qui m'a été remonté dans les entretiens avec les plateformes de mobilité, c'est que quand on accompagne le public sur les questions de mobilité, même si là le sujet aujourd'hui c'est l'insertion professionnelle, l'accès au travail, c'est que la mobilité elle a à prendre dans son ensemble pour les habitants, et que donner un accès à la mobilité, ça va aussi favoriser l'autonomie du public, que ce soit pour des accès à des rendez-vous de santé, aux services, à des loisirs, ne fût-ce que pour voir sa famille. Et voilà, c'est une façon aussi de lutter contre l'isolement social des personnes. Oui, ça aura un impact beaucoup plus large pour les personnes. Merci Judicaël. On commence bien à le voir là, toutes les personnes ne sont pas égales face aux enjeux de mobilité. Est-ce que tu pourrais nous dire très rapidement un peu les typologies de personnes qui seront plus vulnérables à ces difficultés? Oui, donc les gros critères qui font les différences en termes d'accès à la mobilité, c'est déjà le type de territoire sur lequel on habite. L'accès à l'offre de mobilité va être plus facile en milieu urbain que sur un territoire peu dense, en milieu rural, où la dépendance à la voiture va être plus forte. L'accès au transport en commun va être plus compliqué en milieu rural, parce qu'il y a moins de dessertes, moins d'horaires
accessible aussi, où souvent le soir, le week-end, pendant les vacances scolaires, on n'a plus trop d'accès au transport en commun. On a généralement un maillage cyclable qui est moins important, même si on a des pistes cyclables ici ou là, il y a parfois un manque de continuité entre ces aménagements-là, même si je souligne que de plus en plus de communautés de communes en milieu rural se dotent d'un schéma directeur cyclable. Donc, mais on est sur un travail de long terme pour que ce soit bien développé. Cela dit, même au sein des villes, on constate des différences entre l'accès à la mobilité pour les habitants des centres-villes et pour ceux des quartiers plus périphériques, qui eux aussi souffrent généralement d'une moins bonne desserte en transport en commun. Il y a même des études qui ont montré que même les arrêts de transport en commun pouvaient être plus ou moins confortables selon qu'on est en centre-ville ou en quartier périphérique. Le taux de possession de vélo est aussi plus faible dans les quartiers que dans le centre. Je pense que ça joue notamment aussi sur les difficultés pour pouvoir stationner son vélo en sécurité. Et puis on a des coupures importantes pour les modes actifs. Le fait d'avoir à traverser une voie rapide, une voie enfin voilà, des gros points durs de circulation, ça va pas encourager la pratique du vélo et de la marche pour aller d'un quartier à l'autre ou d'un quartier vers le centre-ville. Le type d'emploi qu'on occupe aussi va aussi avoir un impact fort. Si on est sur des horaires postés, qu'on travaille de nuit ou qu'on a un métier qui oblige à aller sur plusieurs endroits sur une même journée, ça va être plus difficile d'avoir recours à des modes actifs ou à du transport en commun plutôt qu'à la voiture. Donc il y a un enjeu là-dessus. Je pense notamment à des métiers comme celle des aides à domicile. Et puis évidemment, ce qui joue beaucoup sur l'égalité face à la mobilité, c'est les ressources financières dont on dispose. Parce que la part du budget mobilité est vraiment très importante pour tout le monde, mais elle l'est d'autant plus pour les ménages modestes. Plus les ménages sont modestes, plus la part du budget mobilité est importante pour elle. Et il y a un vrai enjeu à ce que les distances puissent être réduites et que l'accès à l'emploi soit possible près de chez soi. Parce on peut avoir des centres-villes plus aisés où le logement va pas être accessible à tous et où du coup ça oblige pour certains métiers à faire de longues distances pour venir travailler en ville. Et voilà, je l'ai pas indiqué dans la diapo, mais je précise aussi que ce qui peut jouer sur l'égalité face à la mobilité, ça peut être aussi le cas des familles monoparentales qui peuvent avoir aussi des contraintes particulières dans leur déplacement. Et voilà, donc du coup, encourager la voiture, en tout cas, on arrive à une source d'inégalité face à la mobilité. Donc on voit bien que selon les caractéristiques des publics, on a des zones de vulnérabilité plus ou moins fortes qui peuvent en plus se cumuler pour certaines personnes. Là, on s'est plutôt focalisé sur les publics. Est-ce que, même si tous les territoires sont potentiellement concernés, on repère des zones du territoire régional où il y a des enjeux peut-être plus forts en termes de mobilité et d'accès à l'emploi dans les années à venir ? Oui, alors je vais en citer simplement 2 dans la région, même s'il y en a qui concentrent moins d'emplois. Il y a notamment sur le littoral dunkerquois le projet de 16 000 emplois qui vont être créés autour des gigafactories sur les fabrications de batteries. Tous ces emplois-là, ça va forcément générer énormément de flux mobilité et la question se pose de comment on va absorber ces flux de mobilité parce que voilà, tous les réseaux de transport en commun vont pas forcément être suffisants pour réussir à connecter le Dunkerquois avec les autres gros pôles que sont Boulogne, Calais ou la Melle. Et il y a un gros enjeu aussi à connecter ce littoral avec l'arrière-pays qui est plus rural. Donc ça veut dire qu'au-delà du transport en commun, il va y avoir un enjeu à travailler sur des liaisons cyclables de qualité et encourager le covoiturage des salariés. Donc c'est un des enjeux auxquels peut répondre le PAMS qui sera évoqué tout à l'heure. Et un autre territoire, c'est c'est plusieurs territoires d'ailleurs. C'est
tout ce qui va être couvert par le futur canal Seine-Nord-Europe, qui là aussi va générer plusieurs milliers d'emplois dans les années qui viennent, jusque 2030. Et là, on n'est pas sur un seul site, on est vraiment étalé sur plus de 100 km de long. Et ce canal va relier les canaux du Nord à l'agglomération parisienne. Donc ça veut dire qu'on va traverser plusieurs collectivités qui, pour beaucoup, sont dans des territoires peu denses, qui sont peu desservis, voire pas du tout par les transports en commun. Et là aussi, il y a un enjeu de voir comment on va réussir à attirer des personnes vers ces zones d'emploi, notamment pour celles qui ne sont pas véhiculées. Merci Judy Kael pour ce premier état des lieux d'ensemble de ce qui se passe sur ces sujets de mobilité et d'insertion professionnelle en région. Pour compléter ce que tu viens de nous dire, on va maintenant regarder ce qui se passe plutôt du côté des entreprises, justement sur ce volet mobilité. Je vais donner la parole à Lucille. Est-ce que tu peux nous présenter Déclic Mobilité, comment l'action est née et comment vous agissez pour une mobilité plus durable côté entreprise dans les Hauts-de-France? Ouais, merci Gwendoline. Alors du coup, Déclic Mobilité, donc c'est une marque. Aujourd'hui, c'est le nom d'un projet qui est animé par Réseau Alliance. Donc Réseau Alliance, pour refaire en une minute le topo, on est une association de loi 1901 qui a été créée il y a 30 ans par des entreprises désireuses d'impulser une dynamique d'économie plus responsable. Donc, à partir de 2009, nous, on a commencé à travailler le sujet de la mobilité plutôt pour alimenter des entreprises qui voulaient agir vers une meilleure mobilité, qu'elle soit sociale ou écologique, du côté de leurs salariés. Et donc, de 2009 à 2014, grosso modo, on a organisé des ateliers d'échange de bonnes pratiques et il y avait un réel intérêt à travailler en réseau entre employeurs. On parle d'entreprises, mais aussi d'employeurs publics, d'associations, etc. Et donc, depuis 2014, le projet Déclic Mobilité est né. Il est soutenu notamment par l'ADEME et la région, mais aussi d'autres acteurs institutionnels et privés. Et on va créer une communauté, donc à la fois de ces employeurs historiques, mais aussi d'un écosystème mobilité pour aller proposer toutes les solutions, enfin toute la palette de solutions durables qu'on a déjà mentionné juste avant, pour que les salariés aient le choix en fait de ne pas utiliser uniquement la voiture tout seul, mais qu'ils puissent aussi venir au travail avec des modes qui conviennent mieux à leurs aspirations. Donc voilà, on va proposer à la fois des temps d'acculturation, de sensibilisation, de formation pour que l'écosystème imagine les solutions, travaille avec en coordination à l'échelle d'une zone d'activité, à l'échelle d'un territoire ou tout simplement avec des acteurs de la région qui proposent des solutions. Et donc voilà, donc on fait de plus en plus le lien finalement entre la mobilité des salariés qui sont déjà en poste et la mobilité des salariés qui aimeraient bien être salariés de l'entreprise. Et c'est là le lien qu'on peut faire. Très bien. Et justement, là-dessus, sur tout le travail que vous menez depuis des années à ce sujet-là, est-ce que tu sens que vraiment les entreprises considèrent que le sujet mobilité, c'est un vrai enjeu dans leur recrutement? Oui, tout à fait. En fait, c'est un enjeu, moi, ça fait 10 ans que je travaille chez Réseau Alliance sur le sujet. Il y a 10 ans, c'était un sujet qui allait toucher plutôt des entreprises peu attractives. Alors, peu attractives parce qu'elles ont des métiers qui n'étaient pas à paillettes. Donc, je vous ai mis, par exemple, en capture d'écran sur la slide, la boucherie Le Sage, qui avait un peu de mal à recruter, plus des problèmes d'éloignement des réseaux de transport. Et donc voilà, c'était déjà un sujet, mais qui était un peu ponctuel. On a eu une émergence quand même de tendance. Donc, je vous ai remis aussi une source de novembre 2013, donc pour vous montrer que c'est pas un sujet récent, du groupe Mobilia qui avait fait une étude pour évaluer les pratiques des jeunes vers la voiture. Et donc, il y a déjà 10 ans, on observait une tendance d'un recul de l'âge d'obtention du permis de conduire et d'un recul encore plus gros de l'acquisition de la première voiture. Donc, on voit à la fois des jeunes qui sont moins motorisés qu'ils étaient il y a quelques années, des entreprises qui avaient ce souci d'accessibilité, et depuis, on a d'autres métiers en tension. On pense à la restauration, on pense au numérique qui s'est énormément développé et qui a besoin aussi de rendre attractif son métier. Et du coup, la mobilité, ça vient finalement comme un des arguments au service de la marque employeur. Donc plutôt pour convaincre des salariés qui ont d'autres aspirations
enfin des candidats pardon qui ont d'autres aspirations que la voiture solo, ou des candidats qui n'ont pas du tout de voiture solo et qui se posent même pas la question de la transition, mais la question de l'accès à l'emploi. Et donc après sur ce qu'on retrouve par exemple sur la slide, je vous le redis pas puisque Judicaël l'a exposé, sur les différents soucis quand on parle d'accessibilité, c'est vraiment vu de la part des entreprises. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est corriger un biais qui est l'entreprise a une logique de commanditaire des services publics. Elle pourrait dire il me faut une ligne de bus qui vient me desservir au pied de mon site. On va leur expliquer plutôt des logiques de management de la mobilité. Donc, comment est-ce qu'on va aller chercher toutes ces solutions de mobilité durable, voir quelles sont celles qui sont praticables dès aujourd'hui, et comment on va accompagner les salariés pour leur donner envie de les utiliser. On va les outiller, et je vous en reparlerai juste après. Et en même temps, travailler avec la collectivité pour voir en effet s'il y a une marge de manœuvre, laquelle on peut mobiliser pour améliorer la desserte. Super. Et effectivement, donc tu as commencé à l'aborder. Au-delà de la partie recrutement, il y a un avantage à manager la mobilité de ces salariés, même quand ils sont en poste. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, alors ça, c'est la slide piège, puisque vous voyez qu'il y a plein d'arguments, et j'aurais tendance à tous les détailler. Je vais aller très vite, et puis vous pourrez, les participants, aller creuser. Mais voilà, l'angle au départ, il n'était pas recrutement, il était principalement RSE, environnement, et notamment réduction de l'impact carbone. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui prend de l'ampleur avec les réglementations actuelles et l'actualité. Mais on a aussi des enjeux de sécurité. Je vous parlais de la boucherie Le Sage. Ça impliquait des déplacements en voiture en zone périurbaine, et des déplacements multiples à des heures qui étaient un peu en décalé. Donc des problèmes de sécurité. On peut aussi parler de tout ce qui va toucher plutôt au bien-être, hein, au-delà de l'envie ou pas des salariés de ne pas utiliser la voiture tous les jours. On a des sujets de lutte contre la sédentarité, de travailler ensemble sur des projets de mobilité, et du coup de créer une cohésion entre les équipes, par exemple. Et puis on l'a un petit peu évoqué, mais avec les inégalités, le fait de devoir utiliser sa voiture tous les jours, ça coûte cher, que ce soit pour les salariés ou pour l'entreprise, en termes d'acquisition, d'entretien, de coût des carburants, d'assurance, mais aussi de prise du foncier. Et du coup, l'entreprise comme les salariés va pouvoir agir sur le pouvoir d'achat et les économies en réduisant cette nécessité d'utiliser la voiture. Merci Lucille pour ces éléments. C'est un peu la slide à garder pour construire son petit argumentaire localement auprès de ces acteurs. On le voit avec le constat que vous avez pu poser, Lucille et Judicaël. On a des défis d'ampleur quand même sur cette thématique, et en même temps possibilité d'avoir une logique gagnant-gagnant pour l'ensemble des acteurs à développer ces alternatives à la voiture pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes. L'objectif justement, c'est de pas rester sur ce constat, mais de voir un peu quelles sont les solutions concrètes qui peuvent vous outiller pour travailler ces sujets de mobilité. Avant de présenter les différents outils existants, on voulait quand même revenir rapidement sur le droit à la mobilité qui a été instauré par la loi LOM. Et pour en comprendre les grandes lignes, on vous propose de visionner une courte vidéo de présentation de celle-ci. Donc, c'est la mobilité solidaire dans le cadre de cette loi LOM qu'on vous propose de présenter très synthétiquement. On ne revient pas dans le détail sur les chiffres clés, on en a beaucoup parlé là, mais effectivement, un secteur très émetteur. Un quart des Français qui peuvent refuser des emplois à cause de cet enjeu de mobilité, un poste de dépense extrêmement important pour la population que cet enjeu de mobilité. On a quand même la loi LOM, qu'est-ce que c'est? Donc, vous aurez accès à cette vidéo après, mais vous pouvez voir les 5 points clés à retenir. Donc, sortir de la dépendance automobile, notamment dans les territoires peu denses, créer des nouveaux et déployer des nouveaux services numériques multimodaux, favoriser et développer les mobilités actives, programmer des investissements aussi d'infrastructures,
et couvrir intégralement le territoire national avec des AOM, autorités organisatrices de la mobilité. On va revenir un peu plus loin dans la vidéo sur ce que sont que ces AOM justement. Et donc, première grande loi mobilité depuis la loi LOTI de 82, donc élément très structurant. On a un volet dédié vraiment à la partie mobilité solidaire dans ce cadre-là. Quand on parle mobilité solidaire, on parle notamment droit à la mobilité, avec 3 enjeux principaux qui vont se croiser, des enjeux sociaux pour répondre aux freins psychologiques qu'a pu évoquer justement Judy Kael tout à l'heure, des enjeux territoriaux, ça permet aussi le développement et l'aménagement du territoire de manière plus équilibrée, et des enjeux économiques, on a vu premier poste de dépense des Français, et enjeux pour l'emploi et la formation et l'insertion des personnes. La compétence mobilité, donc c'est ces fameuses AOM, autorités organisatrices de la mobilité, qui sont désormais compétentes pour les 4 points listés ici, donc l'organisation des services, le développement des services de mobilité solidaire, le versement d'aides individuelles à la mobilité, et également, on l'avait dit, pas que des aides matérielles, mais aussi des services de conseil et d'accompagnement individualisés aux personnes pour que ces droits soient effectivement utilisés par les personnes. Donc, on a la mise en place des PAMS, donc des plans d'action communs en matière de mobilité solidaire. Frédéric va revenir justement dessus juste après. 3 points clés à retenir, c'est la région et les départements qui élaborent et mettent en œuvre le PAMS, sont associés des organismes publics et privés qui interviennent dans l'accompagnement des personnes en situation vulnérable. Et le PAMS prévoit notamment des mesures permettant au service public de l'emploi de fournir ses prestations à tout demandeur d'emploi, toute personne éloignée de l'emploi ou aux jeunes au contrat d'apprentissage. Donc vraiment les publics cibles dont on parle aujourd'hui principalement. Vous pourrez retrouver cette petite vidéo qui vous synthétise de manière vraiment rapide les points clés de la loi LOM. Elle sera disponible avec le replay. Lucille, est-ce que justement, toi, tu peux nous dire quelques mots sur ce qui, selon toi, il faut retenir de cette loi et qu'est-ce que ça change vraiment pour les acteurs de la mobilité et de l'emploi ? Ouais, bah alors du coup la vidéo est très bien faite parce qu'on voit vraiment l'ambition et puis le fait que c'est vraiment une loi structurante. Il n'y en avait pas eu depuis plusieurs dizaines d'années. 82, c'est un peu loin. Donc ça, c'est ultra intéressant. C'est un énorme pavé, donc on va pas vous demander de la lire. Voilà, ce serait très ambitieux et pas forcément utile à nos échelles. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est vraiment qu'on a donc cette idée de structurer ce droit à la mobilité solidaire et écologique. On est vraiment sur toujours ces 2 aspects-là, partout en France métropolitaine et outre-mer. Et donc, on va donner des rôles et des obligations à chacun des types d'acteurs. Donc là, vous voyez une slide vraiment sur un zoom pour les employeurs. Mais on a vraiment, moi, ce que j'en retiens, c'est à la fois le côté des AOM qui vont couvrir enfin tout le territoire français, là où avant, c'était plutôt une compétence qui était déployée sur des zones urbaines. Et les employeurs qui vont avoir des obligations en termes de mobilité et dès 50 salariés, par exemple, vont devoir l'intégrer dans le dialogue social qu'ils ont annuellement avec les représentants du personnel. Donc, on a ce côté où la mobilité devient un sujet. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on propose des solutions. Et si on n'a pas de solution, on va mettre en place des plans de mobilité employeurs, donc vraiment des démarches, des méthodes qui ont été éprouvées par l'ADEME pour améliorer la mobilité de tous les salariés. Merci Lucille pour ces éléments côté employeur. Frédéric, est-ce que de ton côté, tu peux nous en dire un peu plus sur les PAMS et le rôle de la région pour favoriser la mobilité ? Oui, bien sûr. Donc, en fait, je suis passée en même temps. Du coup, la LOM, en fait, son intérêt, c'est aussi de bien réaffirmer le rôle de la région en tant que chef de file en fait des mobilités. Même si on n'est pas opérateur, la région n'est pas opératrice de l'ensemble des services, elle a un rôle d'organisation et de mise en commun de tous les intervenants qui sont très très multiples de ce secteur. Le deuxième point de cette loi, c'est qu'elle fait un focus particulier sur cette question des mobilités solidaires. Alors, qu'est-ce que c'est que les mobilités solidaires? C'est l'accompagnement des personnes qui ont des difficultés de mobilité, quelles qu'elles soient,
un peu comme ce que Judicaël a présenté tout à l'heure. Alors, juste pour illustrer et pour montrer que c'est des difficultés qui sont très variables au niveau des territoires, j'ai remis cette petite carte qui montre les endroits où les demandeurs d'emploi ont plus ou moins d'accès à des moyens de locomotion personnelle. Donc on voit que c'est pas du tout homogène sur la région. Et c'est un peu le rôle de ces démarches de dialogue concerté qui sont pilotées sur la mobilité. Donc on voit que dans la région Hauts-de-France, il y a un enjeu particulier sur la mobilité pour l'accès à l'emploi, et de fait, c'est une priorité régionale qui s'illustre par le fait que la région s'est impliquée sur la mise en place de ces plans d'action, mais également les départements et l'État, ce qui n'est pas le cas partout. Alors, on voit que, en fait, au niveau territorial, la région a été découpée en ce qu'on appelle en 10 bassins de mobilité, que vous voyez sur la petite carte à gauche, parce que voilà, c'est pour reconnaître que les problématiques de mobilité sont pas les mêmes en fonction qu'on habite en zone urbaine, en zone rurale, près du littoral, enfin voilà. Donc c'est une démarche qui est en cours de mise en œuvre de ces plans d'action, et elle devrait aider en fait à articuler des initiatives qu'on va expliciter un petit peu plus loin, et notamment au niveau des actions volontaristes de la région. On voit qu'il y a des aides de transport aux particuliers, alors que ce soit par des versements transport ou par exemple des prêts de véhicules. Il y a aussi des tarifications sur les modes de transport qui sont opérés par la région, que ce soit TER ou car interurbain. Et enfin, une action plus spécifique en direction de ce qu'on appelle les plateformes de mobilité solidaire, qui sont en fait des initiatives qui sont portées dans les territoires pour proposer des services et accompagner les personnes qui ont des difficultés de mobilité. Donc, pareil, on va les réexpliciter. Et donc, juste dernier point pour préciser que les PAMS, les plans d'action pour mobilité solidaire, touchent toute forme de mobilité, mais qu'on a un focus plus particulier, comme disait Lucille, sur la question de l'écomobilité et donc des alternatives à la voiture individuelle qui sont quand même source d'inégalité. Merci beaucoup Frédéric. Justement, tu as abordé l'outil des plateformes de mobilité solidaire comme une des actions soutenues par la région dans le cadre des PAMS. On va justement vous proposer de donner la parole à deux PAMS de la région. Judicaël, est-ce que tu peux... deux plateformes mobilité, excusez-moi. Judicaël, est-ce que tu peux nous en dire deux mots avant qu'on lance les témoignages ? Oui, les deux témoignages qu'on va vous montrer sont sur des plateformes de mobilité qui sont dans des territoires différents. Donc Frédéric a expliqué ce qu'étaient les plateformes de mobilité avec la volonté de faciliter la mobilité des usagers au quotidien. Donc on va avoir d'abord l'AVES qui est situé à Bohain-en-Vermandois. Donc on est grosso modo entre Saint-Quentin et Cambrai, donc en territoire assez rural. Et on verra ensuite la plateforme mobilité Mobilimel, qui est située sur la métropole lilloise. Donc on est davantage en milieu urbain, mais aussi avec des communes plus périurbaines où l'accès à la mobilité est moins simple qu'en centre-ville. Mais en tout cas, on est sur deux cas de figure différents. Donc voilà, je ne sais pas si on est prêt à lancer la capsule sur l'AVES, Gwendoline. Nous avons développé la plateforme mobilité depuis maintenant 20 ans pour des raisons liées à la ruralité. Les référents m'ont dit, pour Catherine, si on doit faire de l'accompagnement renforcé, la première
difficulté qu'on va avoir, c'est la mobilité. Donc il nous faut absolument des solutions de mobilité. C'est comme ça que nous avons au départ mis à disposition des cyclomoteurs, en fait, des mobylettes qui permettaient donc de donner une première réponse en termes de mobilité au public qui devait aller travailler. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué du fait de des difficultés de circulation, des problèmes de sécurité, tout simplement parce qu'aujourd'hui on fait moins de kilomètres sur un cyclomoteur. Donc en fait, on a mis en place depuis quelques années un parcours mobilité. L'idée, c'est de proposer en fait aux personnes qu'on accompagne des ateliers apprenants de la mobilité qui peuvent se traduire au niveau de la lecture d'une carte de France, au niveau de l'utilisation de nouvelles technologies. Et l'idée, c'est vraiment de leur faire découvrir toutes les solutions qui existent en termes de mobilité, alors que ce soit des aides financières ou en tout cas des solutions matérielles. Hein. Et puis, on a également la chance d'avoir un parc de véhicules, notamment électriques, qu'on peut mettre à disposition de nos publics. Alors, on a eu effectivement de bons résultats sur la mise à disposition de véhicules pour les aides à domicile. Donc, je m'explique un petit peu. En fait, la mise à disposition de véhicules électriques, dès lors que nous avons fait l'acquisition des véhicules électriques qui nous ont été mis à disposition par la ville de Goa, eh bien, ça nous a permis donc de mobiliser des aides à domicile qui avaient un permis de conduire mais qui n'avaient pas de voiture, de pouvoir donc accepter des missions donc, de service à la personne et par le biais de commander des véhicules électriques, eh bien, elles ont pu bénéficier de davantage d'heures, davantage de missions pour mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir s'acheter un véhicule. Ça nous donne des résultats intéressants puisque période d'immersion premièrement, mais derrière, eh bien, c'est pour notamment Émilie à laquelle je pense, depuis 2 jours, la signature d'un contrat à durée déterminée de 7 mois et demi, alors que derrière, elle ne l'aurait pas fait. Au niveau de la plateforme mobilité, on est vraiment sur l'accompagnement individualisé, parce que c'est vrai que derrière le mot mobilité, généralement, on met beaucoup en avant le permis de conduire, et que finalement, l'alternative du véhicule sans permis, elle démontre aussi que le permis de conduire n'est pas pour tout le monde, et du coup, il faut qu'on réfléchisse à d'autres solutions pour leur permettre d'être autonomes dans leur déplacement. Voilà, peut-être donc le temps que Gwendoline puisse lancer la seconde vidéo. Hein, donc je trouve que dans cette vidéo avec l'AVES, on retrouve pas mal des évocations des freins à mobilité qui ont été évoqués au début des interventions hein, sur les difficultés, notamment en milieu rural, de réussir à aller vers des alternatives à la voiture individuelle. Et en tout cas, il y a eu le biais de pouvoir essayer, en tout cas, de développer à minima les véhicules électriques aussi pour pouvoir faciliter la mobilité quotidienne en faveur de l'insertion professionnelle. Donc on va voir maintenant l'exemple de Mobilimel, donc qui est plutôt sur la métropole lilloise, et pour lequel on va voir aussi comment ils jouent le rôle d'intermédiaire entre les actions qui sont menées sur leur territoire, des prescripteurs et le public qu'ils peuvent recevoir. La mobilité est le 3e frein pour l'accès à l'emploi. C'est une étude qui a été menée par France Travail en 2022. Le constat, il était simple, c'est qu'il existait plein d'aides et de solutions à la mobilité sur le territoire, mais qu'elles n'étaient pas du tout coordonnées à date. Alors, il y a donc eu tout un travail collaboratif qui a été mené
auprès des publics cibles. Alors ces publics cibles, c'est qui? Ce sont principalement des gens en insertion socio-professionnelle, des demandeurs d'emploi, des personnes en formation ou en reconversion. Et le constat était le suivant, c'est que l'outil le plus simple qui permettrait d'agréger toutes ces aides serait une plateforme web, voilà, sur le territoire. Compétences et Emploi a donc développé cette plateforme web et en assure aujourd'hui la mise à jour. Alors cette plateforme, elle est unique et elle permet effectivement de recenser aujourd'hui toutes les aides et solutions à la mobilité sur 3 thématiques majeures qui sont les aides, qu'elles soient financières, qu'elles soient pédagogiques ou matérielles. La plateforme, donc, elle est à la fois digitale et physique. Donc digitale pour recenser toutes les offres et puis physique aussi pour favoriser un accompagnement individualisé des personnes. Il y a bien sûr tout ce qui est accès au droit, mais il y a aussi le travail d'apprentissage du réseau. Le parcours, il est individualisé. On se rend compte que sur certaines thématiques, c'est intéressant des fois de regrouper plusieurs personnes pour rendre les choses plus dynamiques. Mais il y a globalement 3 types de propositions qui sont faites. Des offres financières, on accompagne les personnes pour financer par exemple un permis de conduire et des trottinettes électriques. Il y a des offres pédagogiques puisque l'idée c'est vraiment de les rendre autonomes dans leur mobilité. Donc les offres pédagogiques, ça peut être prendre les transports en commun tout seul, c'est savoir lire un plan, utiliser le digital pour se déplacer. Et le dernier, c'est des fois des aides matérielles, c'est-à-dire qu'on va les aider à s'abonner au Vélib ou à acheter un vélo. Alors, les résultats sont très positifs et très encourageants. Aujourd'hui, on recense 226 solutions d'aide à la mobilité sur la plateforme Mobilimel. Cette plateforme a une fréquentation de plus en plus importante, avec 30% de fréquentation en plus en 2023 en comparaison à 2022. Ces partenaires, ils incitent d'une part à une mobilité plus inclusive, favoriser l'accès à l'emploi et aussi permettre une meilleure qualité de vie au travail. Alors le constat, c'est qu'il y a un travail immense à faire. On se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de demandeurs d'emploi et de personnes en insertion qui en ont besoin. Mais il y a aussi un besoin à destination des entreprises. Il y a certains publics, des entreprises qui ont du mal notamment à recruter, qui pourraient être intéressés par un accompagnement de leurs salariés. On a tout un travail à faire, peut-être à destination des professionnels, sur une réflexion sur leur propre mobilité et démarquetage de la voiture, c'est-à-dire comment eux-mêmes se détachent de ce sacro-saint permis de conduire et voiture. On se rend compte qu'avec les personnes qu'on accompagne et les professionnels, on aurait des choses à travailler autour des atouts de l'utilisation des modes doux pour se déplacer et des atouts périphériques qui sont l'atout économique, l'atout écologique et la santé. Voilà, donc on a vu 2 exemples de plateformes mobilité solidaire. Héloïse Gerbert l'évoquait dans son propos. Il faut agir auprès des publics futurs salariés, auprès des professionnels de l'emploi et de l'orientation, mais aussi côté entreprise. Lucile, justement, est-ce que tu peux nous détailler un peu, selon toi, peut-être un petit plan d'action que les entreprises peuvent mettre en œuvre et comment agir à ce niveau-là? Ça peut inspirer les uns et les autres. Oui, tout à fait. Déjà, je pense que le lien est très bon puisqu'il faut que les entreprises comprennent qu'elles sont souvent en fait plus accessibles autrement qu'en voiture, en tout cas plus qu'elles ne le croient. Donc, je vous ai mis 3 pictos un peu mémo avec des slides que vous pourrez retrouver dans les contenus. Mais la première action, c'est vraiment d'aller regarder comment on est accessible et de savoir en parler, communiquer auprès des collaborateurs qui sont déjà en poste, mais aussi communiquer à l'externe sur les offres d'emploi, sur la plateforme que vous utilisez, quand vous faites appel quand ils font appel à des recruteurs externes type agence d'intérim, savoir aussi leur parler de cette accessibilité-là, en tout cas pour faire en sorte que le permis B soit le moins requis inutilement possible. Donc ça, c'est vraiment ce premier axe. Le deuxième axe, ça va être d'imaginer des solutions complémentaires
typiquement, on se dit, on est accessible à vélo, mais en fait, le chemin n'est pas sécurisé, en tout cas pas en intégralité. On va pouvoir aller voir les acteurs du fameux écosystème, et notamment l'association Droit au vélo, hein, par exemple, qui connaissent à la fois les itinéraires alternatifs et qui vont aussi pouvoir être force de proposition, mettre en lien avec le territoire et imaginer des projets d'aménagement. Mais ça se fait à plus long terme. Donc voilà, il faut vraiment savoir que c'est pas ça la clé. Imaginer des solutions, c'est aussi tout simplement mettre en lien les salariés qui covoiturent ensemble. Je vous parlais tout à l'heure de la boucherie de Sage. Donc là, on a un dirigeant d'entreprise qui a un problème d'accessibilité. Il a cartographié à la main sur un plan les lieux de domicile de ses collaborateurs et il a imaginé quels seraient les trajets qui permettraient à plusieurs personnes d'être ensemble dans la même voiture. Et donc, il a organisé le travail avec ce souci de permettre le covoiturage et donc de faire démarrer les gens à la même heure et finir à la même heure. Donc, il y a des solutions comme ça qui sont toutes bêtes, toutes organisationnelles, qui prennent un petit peu de temps de réflexion, mais qui valent le coup d'être mises en place. Le groupe leader, donc acteur de l'intérim, justement fait le lien avec entre les candidats et les entreprises pour proposer des solutions de covoiturage au sein des salariés déjà en poste pour les intérimaires qui n'auraient pas de solution de mobilité. Donc ça, c'est le deuxième point qui est vraiment aller chercher tout ce qu'on peut mettre en place et ce à quoi on n'aurait pas pensé. Et le troisième pan du plan d'action, je vous parlais de communiquer sur l'accessibilité. Là, c'est communiquer sur ce qui est mis en place, mais surtout animer le sujet. Faire en sorte que ce soit pas un projet qu'on a mis en place en 2024 parce qu'on avait un petit peu de temps, mais qui puisse vraiment aller au-delà. Donc ça, je vous le retrouverai dans les contenus. Je fais un mini zoom parce que Judicaël l'a promis sur les challenges. Voilà, donc ça, c'est aussi des outils clés en main disponibles en Hauts-de-France qui permettent de communiquer sur la mobilité durable et d'avoir des rappels de tests de solutions et de mieux connaître les pratiques de nos différents publics. Merci beaucoup, Lucille, pour ce point très rapide. Et comme on l'a vu passer, vous avez sur les slides les principaux points de ces actions à mener qui ont été précisés. Vous pouvez le retrouver en téléchargement. Pour compléter aussi, autre point qu'on vous a promis depuis le début, et vous avez été plusieurs à nous interroger à ce sujet-là, c'est aussi de savoir quelles sont les actions, les initiatives qui existent très localement sur votre territoire. Pour ça, Judicaël a une solution parfaite pour vous. Donc, Judicaël, je te laisse nous présenter la carte des initiatives. Très bien. Alors, je ne sais pas si elle est parfaite, mais on fait de notre mieux en tout cas. Oui, on a développé une cartographie des initiatives en faveur de l'écomobilité, donc sur la région. Hein. Donc, vous voyez sur la carte de la région plusieurs petits points de couleur où on essaie de recenser ce qui se passe près de chez vous, qui peut favoriser l'écomobilité pour les habitants. Donc, vous voyez plusieurs des catégories que vous pouvez interroger sur la carte. Donc, ça permet de voir, par exemple, où il y a des dispositifs de covoiturage qui existent, mais aussi sur votre territoire, toutes les solutions qui existent quand vous zoomez. Du coup, je profite aussi du webinaire pour vous inviter à regarder cette carte et à l'alimenter ou à nous signaler s'il y a des choses qui peuvent être modifiées, hein, parce que c'est très difficile à tenir à jour, évidemment. Et je signale qu'on va sans doute combiner aussi nos informations avec Hauts-de-France Mobilité qui va développer un annuaire cartographique des acteurs de la mobilité solidaire. Donc, je crois que c'est un travail qui va se mettre en cours d'ici la fin de l'année. Donc, l'idée, c'est d'être encore plus à jour sur les informations que vous pourrez retrouver sur cette carte. Oui, c'est ce genre d'outil toujours très difficile d'être dans l'exhaustivité, mais vous y tendez au maximum et effectivement, c'est important de rappeler que tout le monde peut y contribuer pour qu'elle soit la plus à jour possible. Merci beaucoup, Judicaël. Vous pouvez retrouver le lien vers la carte des initiatives dans le chat. L'idée, là, on arrive à la fin de notre webinaire. Nous, ce qu'on voulait vous proposer
Avant de conclure, comme on vous l'a indiqué en début de session, on était vraiment aujourd'hui sur une première sensibilisation, un webinaire d'ouverture, et on souhaite en fait poursuivre la dynamique avec vous sur la fin d'année en 2025. Et pour ça, on voulait vous poser quelques petites questions. Donc, vous avez en bas de votre écran un onglet sondage. Et donc, dans cet onglet-là, vous pouvez retrouver plusieurs questions qui vous sont posées. Donc, vous avez notamment une première question concernant, alors excusez-moi, pour un prochain webinaire, quel focus vous souhaitez avoir? Donc, on vous propose plusieurs focus au vu de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, soit des focus par territoire, des focus par public, des focus aussi par mode de déplacement, donc transport en commun, mobilité douce, etc. Et également des focus possibles par type d'aide ou d'outils. Donc, on a évoqué les aides financières, les aides plutôt à l'accompagnement. Donc, on vous propose dans un premier temps de nous dire, n'hésitez pas à répondre à ce questionnaire qui vous est proposé dans l'onglet sondage. Vous pouvez y répondre en direct. Donc, on va regarder un petit peu les réponses qui ressortent. Donc, on va analyser ça, nous, pendant l'été. Et on reviendra vers vous à la rentrée pour vous proposer une suite. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que vous êtes intéressés un peu par tous les sujets, hein. On voit que sur les thématiques d'ensemble, le sujet des aides et outils, de la différence entre territoires, par exemple QPV, zone rurale, c'est deux enjeux qui ressortent quand même très fortement des premières réponses qu'on a, puisque 33% souhaitent un focus territoire et 33% souhaitent un focus par aide et outils. Sur la question des publics, les publics en recherche d'emploi et en formation sont ceux qui ressortent le plus fortement pour l'instant. Donc, nous, c'est des éléments qu'on va prendre en compte pour vous proposer des webinaires et des actions vraiment ajustées à vos besoins. On va vous proposer deux nouvelles questions maintenant. C'est justement sur les types d'aides et sur les territoires. Quels sont les focus que vous souhaiteriez porter en priorité? On va publier les deux questions suivantes. Vous devriez pouvoir maintenant y accéder si tout va bien. Et on vous invite à y répondre dans le chat. Et donc là, pareil, on voit qu'effectivement, la question des territoires ruraux ressort assez fortement, suivie par les enjeux de QPV également, qui sont, voilà, on a 50% des répondants sur les territoires intéressés par les territoires ruraux et 30% par les QPV. Et en termes de mode de déplacement, les enjeux autour du covoiturage et des modes actifs ressortent fortement. Donc, merci beaucoup de prendre le temps de répondre à ces éléments-là. Nous, ça va vraiment nous nourrir pour la suite du cycle. Moi, je tenais donc à vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Remercier aussi Judicaël, Frédéric et Lucille pour leurs interventions. Merci à tous les trois. Et on vous donne rendez-vous sur cette thématique à la rentrée au deuxième semestre. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur le bouton j'aime ou laissez-nous un commentaire. Et pour ne rien manquer des actualités du C2RP, suivez-nous sur LinkedIn.